Bonjour toutes, bonjour tous. Directeur principal à la Caisse de dépôt et de placement du Québec de 2017 à quasiment 2023. Aujourd'hui, fondateur et directeur d'un fonds d'investissement Citadel Capital. Mon invité est Will Sergent, que je reçois avec beaucoup de plaisir. C'est la première fois qu'on se parle et j'espère qu'on va se dire beaucoup de choses. Bonjour Wills. Bonjour Cyril, c'est un plaisir d'être avec toi. Ben, plaisir réciproque, plaisir réciproque. J'attendais impatiemment ce moment-là pour qu'on se dise beaucoup de choses. J'ai commencé en disant, oui, c'est ça, directeur principal à la caisse Mhm. de CDPQ, voilà, pour faire ça simple, la caisse de dépôt et de placement du Québec, directeur principal pour les placements privés. Ça, c'est à ce moment, tu sors quand tu quittes la caisse, c'est à ce poste-là que tu es en train d'occuper. Mais avant qu'on en arrive là, je veux quand même m'arrêter un tout petit peu sur ton merveilleux et long parcours. Donc, Ok. je veux t'écouter parce que ce n'est pas la caisse. J'ai découvert avec beaucoup de, je dirais quoi, beaucoup de stupéfaction Mhm. qu'à la base, tu as plutôt commencé par des études scientifiques, je pense à génie chimique. Exact. Explique-nous ça. Je te dirais que c'était quand même assez simple la raison. Je suis né en Haïti d'une famille de 8 enfants, puis je suis arrivé au Québec à l'âge de 6 ans. Mhm. Donc, comme tout bon Haïtien, ma mère insistait sur l'éducation, puis selon elle, il existait trois métiers, médecin, avocat ou ingénieur. Donc, C'est ça. sachant que j'ai horreur du sang, j'avais pas d'intérêt pour le droit. Par défaut, il restait juste l'ingénierie. Mhm. Donc, pour lui faire plaisir, j'ai fait un bac en génie chimique à Polytechnique, mais qui me sert énormément. Puis par la suite, j'ai passé à autre chose. Mais c'est la raison pourquoi que j'ai commencé avec les sciences. Comment fait-on pour passer de la science à la finance? Parce que j'ai dit, Caisse de dépôt et de placement, aujourd'hui, je parle de Citadel Capital, Mhm. donc un fin d'investissement. Comment se fait le switch? Je te dirais que ça n'a pas été facile, Cyril, parce que je pensais que ça allait être facile, mais Mhm. j'ai réalisé assez rapidement que pour passer à la finance, il fallait avant tout démontrer une connaissance financière. Donc, on m'a fortement suggéré d'aller faire des études en finance. À ce moment-là, j'ai hésité entre directement aller faire une maîtrise en finance ou un Mhm. MBA. Puis, en regardant le curriculum du MBA, je savais que c'est la maîtrise en finance qui allait m'intéresser. Puis, j'ai été... Pourquoi? Parce que dans le curriculum du MBA était quand même très généraliste du côté financier. Il y avait beaucoup de cours sur la gestion, le marketing, la psychologie. Puis le curriculum financier du MBA était quand même un peu léger par rapport à ce qui m'intéressait. Puis à ce moment-là, j'ai fait un DESS en gestion à McGill avec introduction à la finance. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'est vraiment la finance dans son état pur qui m'intéressait. Je suis allé faire ma maîtrise en finance à ce moment-là. Mhm. Euh, j'ai dit rapidement, là, on parle je parle quand même de quelqu'un qui a une trentaine d'années à peu près d'expertise dans le domaine de la finance. Oui, tu le dis, tu es allé faire les séances de génie chimique, puis tu t'es rendu compte que c'était pas du tout ça qui t'intéressait, que c'était pas du tout, voilà, ça te motivait pas du tout. Puis tu es allé du côté de la finance. Est-ce que ce goût ou cette passion, cette attirance pour la finance, est-ce que ça vient de la famille? Ça vient de mon désir de l'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Je dirais mon père est probablement le premier entrepreneur que j'ai rencontré parce qu'il a quitté Haïti pour venir s'installer au Québec Mhm. avec 8 enfants. Puis rapidement, il a dû se réinventer, trouver un emploi et nourrir sa famille. Donc, j'ai toujours eu un appétit pour le risque. J'ai jamais eu peur du risque, mais j'ai toujours eu une vision d'un écosystème où ce qu'on allait avoir beaucoup d'entrepreneurs, de notre communauté, d'entrepreneurs à succès. Parce que quand j'entends parler, tout jeune, j'entendais parler de Bill Gates, Steve Jobs. Ma réflexion était toujours, oui, mais son équivalent de ma communauté est où? Mhm. Je ne le trouvais pas. Mhm. Fait que je me suis dit, un jour, moi aussi, je vais contribuer à bâtir, aider nos jeunes de notre communauté à devenir les prochains Steve Jobs et Bill Gates. Ça a toujours été une passion, un rêve, dès mon enfance, de bâtir cet écosystème-là. On t'entend parler ces derniers temps beaucoup de Mhm. communautés, de chercher un peu des leaders, des leaders en termes d'entrepreneuriat, en termes de finances dans la communauté, ta communauté. Tu parles là de la communauté Noamé
Je l'ai dit, avant la caisse de dépôt et de placement, tu as quand même un parcours. Oui, Et je pense à ton passage à Hydro-Québec. oui, Donc Hydro-Québec, mais Capitec, c'est-à-dire que toujours dans la finance. Je pense à exact. ton passage à Bombardier. Est-ce que dans ces structures-là, tu avais déjà en tête ce souci de ta communauté? Et j'aimerais vraiment comprendre pourquoi le bien-être, pourquoi ce souci de ta communauté, pourquoi si fortement? Je crois beaucoup que c'est à cause de mon enfance, Ok. parce que j'ai des parents. Ma mère est décédée il y a un an, mais j'ai des parents extraordinaires qui ont fait un travail extraordinaire. Mais je pense, Cyril, ce qui m'a marqué, arrivé comme. Tu sais, quand j'étais en Haïti, tout jeune, on entendait beaucoup parler du Canada, on Mhm. entendait parler du Québec. On nous disait, puis avant que je quitte, ça m'a marqué parce qu'on disait, ah, tu vas voir au Québec, il y a de l'argent dans les rues, les gens sont heureux, Tout à fait. tout le monde a sa place au Québec. Mhm. Donc, de l'œil du jeune haïtien, j'avais hâte d'arriver pour me dire, waouh, je vais avoir ma place au Québec, Mhm. notre famille va grandir, Je vais voir de l'argent on va dans les avoir de rues. l'argent, on va s'enrichir. Mhm. Puis quand je suis arrivé, ben, la dure réalité a frappé. La réalité de la couleur de ma peau, la réalité de l'injustice sociale, la réalité de ne pas voir des gens qui me ressemblent dans des positions de cadre. Puis très rapidement, je me suis dit, je vais faire ma place dans cet écosystème. Puis je te dirais, ce désir de vouloir absolument atteindre une parité économique, d'enrichir notre communauté, puis d'avoir des exemples, c'est toujours en référence à si l'écosystème dont je rêve en ce moment existait, mes parents n'auraient pas autant souffert. La Mhm. route pour mes parents n'aurait pas été aussi difficile. Elle a été pénible, puis elle a eu un impact aussi sur nous parce que mes parents nous ont donné beaucoup d'amour, des valeurs extraordinaires, mais on avait très peu de moyens financiers. C'est quelque chose qui marque Ça marque. et qui motive dans le parcours. Oui, parce que je pense que le fait qu'ils nous ont donné beaucoup de belles valeurs et dont la confiance en soi, je t'avoue que j'ai jamais réalisé, Cyril, qu'on n'avait pas les moyens. Maman m'a toujours fait rêver de savoir que j'étais le meilleur, j'étais Mhm. le plus intelligent. Tout à fait. J'ai toujours eu l'impression que j'étais capable de tout grâce à elle. Puis en vieillissant, j'ai réalisé que c'est pas aussi facile qu'elle Mhm. le disait, Mhm. mais qu'on devait créer le monde qu'elle elle m'a outillé à créer. C'est vraiment ça. Puis je te dirais, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. J'en ai encore. J'ai eu beaucoup, beaucoup plus d'échecs que de succès. Mais cette J'ai vraiment du mal à le Ah, croire. j'ai eu énormément d'échecs dans ma vie. Puis j'ai encore des échecs, mais cette capacité d'avoir un objectif, puis de passer à travers, quelle que soit la circonstance, c'est vraiment ce qu'elle a mis en moi. Puis c'est toujours aussi de travailler, parce qu'étant membre d'une famille de 8, on apprend à travailler avec les gens. Mhm. On apprend à faire des concessions pour les autres. Puis ma conception de bâtir le succès, d'éliminer les écarts de richesse pour notre communauté, Mhm. c'est vraiment façonné de cette façon-là. Ok, je vois un peu d'où vient. En fait, je t'entends parler, je vois, tu as parlé de confiance, mais je vois beaucoup de résilience, Oui. beaucoup de la détermination aussi. Résilience, détermination, Oui. c'est le bon mot. Puis je dirais aussi, quand dans ton enfance ou dans ton parcours, tu avais très peu, mais dès que tu as un petit minimum, c'est déjà beaucoup. Mhm. Donc, il n'y a pas cette peur de retourner à rien avoir parce que j'ai déjà passé dans cette route-là. Est-ce que ça crée quelque part une volonté de réussir à tout prix? Ouais. Est-ce que ça le crée? Oui, parce qu'un autre élément qui Et est. en même temps, j'aimerais aussi t'entendre sur, par exemple, toi, ta conception de la réussite, c'est quoi? Oui. Puis réussir à tout prix, la réponse est oui. Mhm. Pourquoi? Parce que je me souviens encore, Cyril, du regard que mes parents recevaient. Puis je comprenais pas pourquoi on leur donnait ce regard-là. Parce que mes parents, malgré qu'ils n'avaient pas beaucoup d'éducation, étaient des gens travaillants. Mais souvent, quand ils se retrouvaient dans des situations avec des personnes en position, on les regardait comme des gens pas éduqués, comme des gens qui savaient rien. Puis ce jugement-là que je voyais dans les yeux des autres, je me disais toujours, c'est injuste. Puis je pense que c'est au fond de ma volonté d'atteindre un univers où on n'est plus jugé par la couleur de notre peau, par le nombre d'argent qu'on fait, etc., etc. Puis pour moi, la réussite, c'est quoi? La réussite, je le définirais comme étant réussir à bâtir un monde où il y a une justice. Je trouve que notre communauté, je trouve ça difficile pour notre communauté. Je trouve qu'on a une communauté bourrée de talents, mais on a très peu d'opportunités.
Puis il faut créer, il faut trouver une façon qu'on ait plus d'opportunités parce que quand je regarde la représentation à différents niveaux, on n'est pas présent. C'est pour ça que très jeune, j'ai façonné ma vie pour être capable d'avoir un environnement pour bâtir le succès. Que ce soit l'environnement familial. On sait que dans notre communauté, la présence des pères est très importante. On a beaucoup de mères monoparentales qui ont 2, 3 emplois avec plusieurs enfants. Mhm. Donc, c'est très important pour moi, la présence paternelle dans mon couple, la stabilité du couple, très, très important. Fait que pour moi, c'est ça. Quand tu dis parler de définir le succès, il y a la stabilité du couple, Mhm. il y a l'éducation des enfants. Moi, j'ai un enfant, j'ai un garçon. Mhm. L'éducation de mon garçon est très importante parce que je veux que mon garçon soit un reflet de la communauté noire, des jeunes noirs. OK. Il y a ce volet-là aussi, puis il y a le volet professionnel de bâtir le succès, mais pour aider notre communauté à viser haut et voir grand. Mhm. Ce que tu dis, Will, est très, du moins, est très important et surtout pour celles et ceux qui nous regardent. Pourquoi? Parce que je dis, pour ceux qui ne te connaissent pas, je l'ai dit, c'est quand même 30 ans dans le haut niveau du Québec Inc. Euh, Tu as toujours bien gagné ta vie. Oui. Tu aurais très bien pu rester, et tu viens de le dire, avec ta femme, avec ton garçon, puis avoir votre vie, voilà, juste tout tranquille, votre petite famille, et puis continuer à faire de temps en temps, à intervenir un peu dans la communauté, mais on dirait que tu as un peu mis tout ça de côté pour te consacrer à ta communauté. Et quand on dit ta communauté, oui, il y a la communauté noire, mais tu regardes souvent la diversité de tous les côtés, dans tous ces aspects. Et c'est un peu tu l'as dit, ça vient des parents, tu as regardé un certain nombre de choses. Est-ce que, quand tu regardes cette communauté-là aujourd'hui, tu dis qu'elle a beaucoup de talent. Oui. Quelle est... Pourquoi elle n'émerge pas? Je vais poser la question Oui, comme ça. puis pour revenir à ta question aussi par rapport à la motivation que j'ai, les parents, etc., mais je te dirais de façon beaucoup plus concrète, Cyril, depuis quelques années, mon garçon a 21 ans, il est à l'université, Mhm. puis je réalise de plus en plus à chaque jour que dans 4 ans, mon garçon est sur le marché du travail. Puis je ne veux pas qu'il soit sur le marché du travail dans son état actuel comme un jeune professionnel noir. Je refuse de... Donc, c'est un motivateur. Fait que, tu sais, tu me demandais... Ce que tu viens de dire est très important. Tu ne veux pas, il est grosso modo dans 4-5 ans, Oui, dans 4-5 ans. il va être sur le marché du travail, exact. et tu estimes que comme jeune professionnel Pas dans le noir, marché actuel. Ma vision du marché du travail est à 5 ans complètement d'ici, négative. ma vision 2030, Oui. je veux pas qu'elle soit qu'est-ce qu'elle est actuellement. Actuellement, ma vision est très négative. Serrer le nombre de jeunes de notre communauté qui viennent me voir, ils ont des diplômes universitaires, ils sont à leur première, deuxième, troisième année dans des postes d'entrée dans différentes organisations. Ils sont tristes parce qu'ils ne voient pas le chemin pour avancer. Ils ne voient pas d'autres personnes qui leur ressemblent dans la direction. Mhm. Ils se posent des questions sur la vraie volonté de l'organisation pour eux qui puissent monter. C'est incroyable le nombre de jeunes qui viennent me voir. Puis ils sont démotivés. À chaque fois, je m'assois avec eux puis je me dis, il faut changer les choses. Est-ce que, Wills, le Québec, pour ne même pas dire Montréal, tu parlais de ces jeunes noirs qui arrivent, est-ce que finalement Montréal n'est pas petit? Est-ce que le Québec n'est pas petit? Est-ce qu'il y a suffisamment, finalement, de place dans notre Montréal, dans notre Québec, pour absorber tous ces diplômés-là? La réponse est oui. Puis l'enjeu pour moi, c'est pas que Montréal ou le Québec est petit. L'enjeu pour moi, c'est quand on parle de postes d'influence, on n'est pas présent. On n'est tout simplement pas présent. Puis pour moi, c'est pas acceptable. Puis tu demandais tantôt pourquoi que c'est comme ça. Mhm. Puis la raison, c'est qu'on n'a pas les opportunités. C'est vraiment l'enjeu. On n'a pas les opportunités parce que ces postes-là, quand c'est le temps de choisir des gens pour les occuper, il y a très peu de gens de notre communauté qui sont invités à la table de sélection. Puis j'ai réalisé l'enjeu dans certaines organisations dont je fais partie parce que je me suis questionné pourquoi je ne vois pas des jeunes de notre communauté. Parce que moi, j'ai toujours été dans des rôles d'investissement. Puis ma question, c'était dans les organisations, pourquoi il n'y a pas de jeunes dans le rôle d'investissement, dans les postes d'entrée, dans les équipes? Puis on me répondait toujours, on n'en trouve pas. Puis ma réponse, c'est, mais c'est impossible, j'en connais beaucoup. Ils viennent me voir. Fait que si moi, j'en connais, ils existent. Pourquoi on ne les voit pas? Puis en fouillant, j'ai réalisé,
c'est la façon que ces jeunes-là ont accès au poste d'entrée. Mm. Que ce soit à travers des stages, que ce soit à travers des relations, ils n'ont tout simplement pas accès aux portes d'entrée. C'est pour ça que quand j'avais mon fonds à la CDPQ, Ouais, on va en parler. tous les jeunes que j'engageais, c'était les jeunes de la diversité, de notre communauté, Mhm. justement pour les faire rentrer. Mais ça m'amène à poser une question. Tu dis les jeunes viennent te voir. Il y a un petit débat dans, j'ai envie de dire, un peu l'écosystème et comment on fait avancer les jeunes. Toi, tu dirais quoi? Sponsor ou mentor? Les deux, ça prend les deux. En Parce que passant, toi, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as eu des sponsors ou un mentor pour arriver là où tu es arrivé aujourd'hui? les deux, j'ai été chanceux. Je te dirais, j'ai beaucoup plus eu des sponsors que des mentors. En fait, Et c'est quoi la différence? la différence, c'est un mentor est un coach qui va faire des recommandations, des suggestions lorsqu'on a des choix de carrière à prendre. Et une personne qui va nous rencontrer fréquemment. Un sponsor est une personne d'influence qui va nous prendre par les épaules et qui va nous faire monter dans l'organisation. Le sponsor est beaucoup plus important que le mentor. Dans notre communauté, ce qui manque dans les organisations, c'est des sponsors. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir des gens qui disaient, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les jeunes qui ne sont pas de notre communauté, qui réussissent à monter dans les organisations pour devenir VP et président, c'est parce que quelqu'un dans l'organisation les a identifiés. Exact. Qui ont dit, toi, on va te faire monter. Toi, on va faire un plan de développement. C'est-à-dire que je peux avoir un mentor extérieur à mon organisation, alors que le sponsor, lui, il faut qu'il soit dans l'organisation. Dans l'organisation, ça prend des sponsors. Voilà. C'est ce qui manque. Et ce qui nous ramène à ce que tu disais, l'absence de leader là-haut pour amener les gens plus haut. Parce que dans la plupart des organisations, Cyril, c'est un combat. Hein? Quand les postes de promotion, d'abord, elles sont limitées. Donc, quand c'est le temps de donner une promotion, l'exécutif, ils vont s'asseoir, puis chacun va défendre le business case d'une autre personne. Mais s'il n'y a personne autour de la table qui défend le business case de nos jeunes, ils ne monteront pas. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. Quand c'est le temps de prendre ces décisions-là, de voter puis de dire cette personne, on l'a fait monter, on n'a pas de gens autour de la table qui sont capables de le faire. Pour faire monter. Oui. Donc, le sponsor est très important. Puis un sponsor a de l'influence. Alors, j'ai donc compris. Je suis parti je disais tantôt que tu étais parti donc de la CDPQ. A priori, tout le monde le sait. Oui. Quand même une petite anecdote, parce que ça fait un moment que je te vois aller. Comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on a cet échange sur le plan professionnel. Tu passes pour être dans la communauté noire montréalaise, pour ne pas dire québécoise, peut-être l'une des personnes ou l'un des professionnels qui a l'un des plus grands réseaux, l'un des plus influents, mais une modestie, une humilité à nul autre pareil. Ça vient d'où? Permets-moi de revenir encore là-dessus. Oui, écoute, je pense que... Oui, je dois te le dire, comme on dit, face à face. Tu comprends? Je dois te le dire face à face. C'est-à-dire que les gens vont, j'espère, à travers cette entrevue, puis je vais les inviter à aller encore chercher un peu plus à savoir qui tu es et ce que tu fais. Mais tu es d'une modestie, d'une humilité. Ce n'est pas nécessairement les grands événements qui t'intéressent. Ça vient d'où? Je pense probablement, étant très jeune, membre d'une très grande famille, j'étais souvent avec ma mère, fait que je prenais pas beaucoup de place, mais je ne sais pas, je pense que en moi, fondamentalement, il y a encore une très grande insatisfaction. C'est pour cette raison-là que les gens me disent souvent... Quelle insatisfaction? Les gens me disent souvent, pourquoi tu devrais être heureux, tu devrais être content. Rassure-moi, tu l'es. Je suis super heureux. Ouais. Je te dirais où ce que je suis insatisfait, c'est par rapport à la place que notre communauté occupe dans l'entrepreneuriat et dans les postes d'influence. Je suis vraiment insatisfait. Puis je pense que cette insatisfaction-là me donne, à chaque matin, je travaille vers un travail qui n'est pas accompli. Donc, je me lève puis je me dis, c'est pas accompli, continuons. C'est pas accompli, il faut y aller. Oui, puis je sens qu'on est encore loin de l'objectif. Puis ce travail-là me ramène toujours. Je célèbre, mais je célèbre très peu parce que je me dis, il y a encore énormément de travail à faire. Puis comment je suis beaucoup dans l'action, puis je me dis, il faut y arriver. Puis je te dirais aussi, il y a tellement de gens à convaincre, surtout nos jeunes. Cyril, quand les jeunes
viennent voir des gens comme moi qui sont plus vers la fin de leur carrière. Puis les jeunes me disent qu'ils sont démotivés. C'est vraiment inquiétant. On ne peut pas avoir nos jeunes qui cessent de rêver. Il ne faut pas que ça arrive. C'est notre futur. Nos jeunes noirs doivent rêver grand. Puis c'est notre responsabilité de mettre ça en place. Mais il faut montrer du succès, il faut montrer du progrès. Donc, j'ai encore l'insatisfaction. Alors, sauf si ça fait partie d'un aspect confidentiel, quand tu quittes la Caisse de dépôt et de placement du Québec, donc fin 2023, pour te lancer à titre maintenant individuel vers la mise en place de ce fonds sur lequel on va maintenant parler, qui est le fonds Citadel Capital. Est-ce que, et au vu de ce que je viens d'entendre, est-ce que tu pars de là fâché, avec une volonté de tout, permets-moi l'expression, de tout briser? Est-ce que c'est le cas ou ça arrivait juste... En fait, je dirais la Caisse de dépôt est une organisation qui est tout à fait fantastique. Les gens sont d'une rigueur, d'une intelligence, d'une capacité de travail tout à fait phénoménale. Puis je comprends maintenant la notoriété de l'organisation. Comme membre de la communauté noire, à laquelle je suis un homme extrêmement fier, puis j'ai des très bonnes relations. Je te dirais, ce qui est arrivé, Cyril, c'est l'idée du Fonds pour les entrepreneurs de la diversité à la Caisse. C'est mon idée que j'ai eue suite au décès de George Floyd. J'ai rencontré... On parle du fonds Équité. Équité 25 à la 3, qui était le premier fonds, oui. Puis j'ai eu le support d'équipe de direction pour le mettre en place, mais j'ai été marqué parce qu'on a lancé le fonds pendant la COVID. Puis la Caisse de dépôt, c'est 430 milliards sous gestion. Puis une fois qu'on a annoncé le fonds de 250 millions, qui à ce moment-là était le plus gros au Canada. On parle de 2020. De 2020. Ouais. Octobre 2020. Octobre 2020. J'ai eu... Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les entrepreneurs m'appelaient de partout au Canada qui voulaient du capital. Puis, mais certains entrepreneurs noirs ne savaient pas que j'étais noir. Donc, à un certain moment, ils ouvrent l'écran. Et là, ils demandent du capital. Ils ouvrent l'écran, puis là, ils me voient. Puis je représente la Caisse. Ouais. Là, des fois, j'entendais un mot. Ou d'autres fois, certains se mettaient à pleurer. Ouais. Pour une fois, ils se sentaient dans une position de conversation comme entrepreneur pour du capital sans le jugement de la couleur de leur peau. Je peux te dire, ce moment-là, Cyril, m'a marqué jusqu'à ma mort. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, cette initiative-là va être avec moi jusqu'à la fin de ma carrière. Je ne vais pas faire autre chose. Est-ce que, avant qu'on ne revienne, ou pas qu'on revienne, avant qu'on ne parle vraiment du Citadel Capital, est-ce que ce fonds Équité, il est mis en place en 2020? Oui. En 2023, tu quittes la Caisse. C'est quoi? C'est 3 ans? À peu près? 3 ans et quelques mois, oui. Est-ce qu'il y a quand même eu, tu penses qu'il y a quand même eu des réussites? Oui, des belles réussites. Puis on a déployé une bonne portion du capital. On parle de 250 millions. C'est 250 millions. On a déployé une portion du capital. Puis je suis très heureux des transactions qu'on a faites. Les transactions qu'on a faites ont été annoncées. Les gens peuvent voir l'information. C'est des très belles transactions. Je suis super content de l'impact parce qu'à ce moment-là, dans l'écosystème, il n'y avait pas de fonds qui pouvaient écrire des chèques de taille. Puis soudainement, nos entrepreneurs maintenant avaient accès à des chèques de 20, 30, 40. Moi, je pouvais écrire des chèques jusqu'à 80 millions. Ça a complètement changé l'écosystème. Puis, depuis ce temps-là, il y a eu d'autres annonces, d'initiatives. Ce qui m'amène à aujourd'hui, j'ai réalisé l'importance du travail. Puis, je me dis, je dois continuer ce travail-là avec nous tous ensemble parce que c'est trop important. Alors, quand tu es au fond, tu crées le fonds Équité, tu vas solliciter les boss au-dessus de toi à la Caisse pour ce fonds-là. Ils te disent, OK, let's go, et vous lancez le fonds. Ça part avec 250 millions. 2023, tu pars de là. On est quasiment au mois de juin, ça fait 6 mois pour mettre en place un fonds par toi-même pour accompagner les entrepreneurs, ou le fonds vraiment pour les entrepreneurs de la diversité. Exact. Là, on n'est plus en train de parler de la Caisse. Là. On parle de toi tout seul. En fait, il faut juste clarifier, Cyril, ce n'est pas moi tout seul. OK, c'est vraiment important. Le fonds que je lance, c'est un fonds privé qui va être capitalisé par des investisseurs institutionnels, principalement. Puis, en fait, la façon qu'un fonds privé fonctionne, c'est une société en commandite où ce que la société a, les commandités qui sont les gens qui gèrent le capital, et les commanditaires, c'est eux qui injectent le capital. Puis, dans mon cas, le premier fonds qu'on avait à la Caisse, il y avait un commanditaire qui était la Caisse de dépôt. Le 250 millions venait de la Caisse. Mais on avait d'autres institutions qui voulaient investir. Mais la préférence, à ce moment-là, c'était juste de prendre l'argent de la Caisse.
Maintenant, le fonds Citadel, je vais avoir beaucoup d'institutionnels, incluant la caisse. C'est juste la caisse aussi en fait partie, plus d'autres éventuellement. Oui. Éventuellement, quand je vais être prêt, je vais aller les voir. Ouais. Mais je te dirais l'avantage, Cyril, de mon parcours, c'est que moi, j'ai passé plusieurs années à investir avec les institutions à travers le Canada, le Québec, le Canada et les États-Unis. Je les connais, les institutions. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller cogner partout. Vu que je connaissais les institutions, j'ai travaillé avec eux, j'ai été voir celles dont la philosophie reflète très bien la mienne. Puis je leur ai dit, travaillons ensemble pour lancer le fonds Citadel. Puis une fois que ce sera fait, j'irai voir les autres. Donc, mon approche a été différente compte tenu de mes relations puis de mon réseau. J'ai vu que le fonds équité, oui. C'était pour, beaucoup plus spécifiquement, pour des PME déjà bien établies ou oui. des gens qui étaient dans la technologie, mais vraiment des structures en croissance. Exact. Citadel Capital va s'adresser à qui? Parce que tu en es plus conscient que moi, oui. Willis, depuis que tu l'as annoncé. Les entrepreneurs sont aux aguets, ils attendent juste le go de départ. Mais comme j'imagine que tout le monde n'aura pas droit j'imagine que tout le monde n'aura pas droit au gâteau, c'est lui, je sais que tout n'est pas encore dévoilé, mais il s'adressera surtout à qui? C'est une très bonne question. Quand j'avais le fonds à la caisse pendant 3 ans et quelques mois, j'ai réalisé les besoins de l'écosystème. Le premier fonds, l'investissement minimum que je pouvais faire était 5 millions, mais j'ai réalisé qu'il y avait un besoin encore plus grand pour des chèques de 1 million et plus en équité. Donc, avec Citadel Capital, je veux absolument adresser cet enjeu. Donc, Citadel va pouvoir commencer avec des chèques, des plus petits chèques pour adresser l'enjeu, mais il faut le voir dans l'ensemble de l'écosystème. L'ensemble de l'écosystème, ce que je dis souvent, c'est dans la communauté noire, on a la chance d'avoir beaucoup d'organisations OBNL qui font un travail extraordinaire, qui ont été chercher du capital pour aider nos plus petites entreprises. Mais que tu n'aimes pas beaucoup. J'adore. Cyril, dis pas que je... Ma femme me l'a dit. Tu adores les OBNL. En fait, mon message, c'est je trouve que nos OBNL font un travail extraordinaire. Ce que je dis aux investisseurs, c'est donnez-nous de l'argent aussi pour les autres volets de l'écosystème qui ne sont pas des OBNL, qui ont besoin d'argent, mais pas sous forme de prêt. Ils ont besoin d'argent sous forme d'équité pour que notre écosystème soit complète comme tous les autres écosystèmes. Tout à fait. Mais on dirait on peut partir de l'OBNL à... Les deux travaillent ensemble. Tout à fait. On dirait, pour nous, il y a eu comme une concentration d'argent vers les OBNL. Eux en veulent plus, ce qui est tout à fait légitime, mais aussi, négligeons pas l'autre écosystème où il y a un besoin de capital pour l'équité. Mais n'est-ce pas parce que les financiers, les prêteurs ont toujours pensé que les membres entrepreneurs des communautés noires n'avaient pas la crédibilité pour pouvoir éventuellement rembourser, pour pouvoir fournir, avoir des rendements, pour pouvoir générer des revenus. Je veux bien entendre le financier que tu es sur ce constat-là. Tu amènes un très bon point. Je pense que qu'est-ce que les financiers ont mal compris et ont sous-estimé? L'entrepreneuriat de la communauté noire, comme tout entrepreneuriat, évolue. Nous, on a eu des gens qui ont été des entrepreneurs remarquables, qui ont commencé par ouvrir des restaurants, des salons de coiffure, acheter des permis de taxi. Business, là, oui, puis c'est tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est louable, c'est remarquable. Mais on a aussi des jeunes qui, eux, ont appris l'intelligence artificielle, puis là, ils regardent ChatGPT, puis ils disent, ben, moi aussi, je veux bâtir un ChatGPT. Mais on ne peut pas ignorer ces jeunes-là. Puis mon point, c'est ça, c'est notre écosystème, puis les institutionnels qui donnent de l'argent sont comme restés pris dans le mindset que nos compagnies du passé ouais, tout à fait. Occupent encore autant le besoin que les nouvelles. On a aussi, nous, des compagnies dans l'intelligence artificielle qui veulent de l'argent en équité. En fait, ils n'ont pas vu le passage de témoin, le changement de génération, même dans le mindset, ils n'ont pas vu ça. Mais je le vois, Cyril, dans les organisations. Oui, mais pourquoi ils le voient dans les communautés dont ils sont eux-mêmes issus? Et là, on parle de la majorité blanche québécoise. Ouais. Pourquoi ils le voient là? Ils ne le voient pas. Imagine que dans les communautés noires, ça ne va pas être le cas. Ils ne sont pas dans nos réseaux. Moi, écoute, je passe mes semaines avec des entrepreneurs. Puis, je réalise, beaucoup d'institutions ne sont pas dans nos réseaux. Le réseau, pour une raison que j'ignore, le réseau qui semble se promener, c'est toujours le réseau des plus petites entreprises.
Mais quand on parle de technologie puis d'entreprises qui peuvent avoir des grands succès, ils ne sont pas là. Tu sais, il y a un jeune Haïtien qui s'appelle Terence Bois qui a fondé une compagnie qui s'appelle Valence Discovery. Terence, écoute, il a fondé la compagnie. 6 ans plus tard, il l'a vendu à un gros stratégique. Une des belles transactions au Canada. Ici, oui, ouais. un jeune de Montréal. Mhm. Personne n'en parle. Les gens ne sont pas au courant. Les institutions ne sont pas dans notre écosystème. Puis de là, l'importance pour nous, la communauté noire, dans l'entrepreneuriat, il faut travailler ensemble. C'est pour ça que j'aime ça quand je m'assois avec Groupe 3737, avec Face Coalition, avec Futurpreneurs. J'aime ça m'asseoir avec eux parce que nous, on doit se parler parce qu'ils comprennent pas notre écosystème. Puis il faut éviter que l'écosystème ait des trous. Il faut un écosystème complet. Wills, ils ne comprennent pas notre écosystème, mais comment nous faisons pour qu'ils le comprennent. Quels sont, et j'imagine que depuis que tu es parti de ton ancienne boîte, que tu es aujourd'hui à la tête de Citadel, tu y réfléchis et moi je veux qu'on ne parte pas d'ici sans que tu donnes des pistes. Comment, parce que ça va aider les gens qui vont peut-être venir à tes côtés t'aider, comment on fait en sorte de se faire connaître dans ce réseau? C'est une excellente question. J'essaie de trouver des pistes de solutions. Je te dirais, le premier point, assurons-nous qu'on a un écosystème complet entre le financement avec de la dette, avec des OBNL, et le financement en équité, qui n'est pas sous format d'un OBNL. Déjà, juste à établir ce lien, pour moi, c'est comme très important. Puis deuxièmement, il faut s'assurer qu'on a des joueurs dans notre écosystème de la communauté noire qui sont spécialisés dans leur champ d'intérêt. Éviter d'avoir des doublons un peu partout dans l'écosystème. On a des groupes qui sont spécialisés dans l'accompagnement. On a des groupes qui sont spécialisés dans l'incubation. On a des groupes qui sont spécialisés dans le financement en équité ou sous forme de dette. Assurons-nous qu'on a des joueurs un peu partout et non pas des joueurs qui essaient de tout faire. Tout le spectre comment dire ça, l'écosystème. C'est ce que tu souhaites. Il faut être partout, c'est ça? Il faut être partout, mais à la bonne place. Oui. Chacun a un rôle à jouer dans ce format-là. Puis, c'est ce que j'essaie de communiquer aux institutions. Quitte à créer des monopoles? On est loin de créer des monopoles. Je vais te donner un exemple avec des chiffres, Cyril. J'ai fait une étude quand j'étais à la CDPQ sur l'écosystème des gestionnaires de la diversité, incluant les gestionnaires noirs. Basé sur les données de 2021, il y avait environ 34 milliards de dollars d'investis donnés à des gestionnaires sous forme d'équité. Sur les 34 milliards, il y a à peu près 1% du 34 milliards. Donc, on est loin de 1% du 34 milliards. On est loin des gros chiffres là, qui est allé aux gestionnaires qui sont issus de la diversité. 80% du 1% est allé aux gestionnaires féminines. Tu réalises, on est loin. Moi, ce que je demande, c'est que l'écosystème au Canada donne 200 millions de dollars par année strictement pour des gestionnaires de la communauté noire, pour des fonds d'investissement de la communauté noire. 200 millions de dollars par année sur 5 ans, qui va nous amener à 1 milliard en 2030. Ça, c'est mon plan 2030 pour créer de la richesse, bâtir le succès, l'effet boule de neige en 5 ans. Et qu'est-ce que tu dis, j'anticipe déjà, qu'est-ce que tu dis à ces entrepreneurs-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Quelles sont leurs faiblesses? Tu as toujours eu cette position qui t'a permis de voir un peu. Là, tu sollicites par exemple un 200 millions par an. J'imagine tu ne fais pas dans la charité. Là. Je pense que ton parcours l'a montré, tu ne fais pas dans la charité. En donnant à ces entrepreneurs-là, qu'est-ce que tu attends d'eux? OK, il faut du rendement, ça c'est clair, mais quoi d'autre? L'enjeu principal que je trouve qui est une faiblesse pour nos entreprises, qui ont le potentiel de devenir des Google puis des Facebook, c'est vraiment la gouvernance. Tout part de la gouvernance. Il faut que nos entreprises soient structurées avec une très, très forte gouvernance au niveau de leur conseil d'administration. On parle beaucoup de comité aviseur. Pour moi, un comité aviseur est vraiment un point de début parce que le comité aviseur n'est pas responsable de rien. Un conseil d'administration a un devoir fiduciaire. Déjà, de mettre en place un conseil avec de l'expertise, puis une fois que cette gouvernance-là est en place, le plan d'accompagnement va venir par la suite. Ça va permettre à nos entreprises
de passer à un autre niveau. En ce moment, je travaille avec des entrepreneurs de notre communauté qui ont des belles entreprises. Puis la première étape, à chaque fois, c'est je mets en place le conseil d'administration puis la gouvernance. Mhm. Est-ce que le Citadel, je veux dire, c'est toi qui crée le fonds équité 25 à la 3, donc quelque Ouais, part, j'imagine que c'est ce que tu as créé, que tu vas amener aujourd'hui à Citadel exact. avec beaucoup d'améliorations. Exactement. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu vas offrir à ces entrepreneurs? C'est pas juste de l'argent. En Mais tu viens de parler, ouais. par exemple, de la gouvernance. Est-ce que quelque part, tu vas aider les gens au niveau de l'accompagnement? Est-ce que tu vas aider en termes oui, tu as parlé de gouvernance. Est-ce qu'il y a cet accompagnement-là? Parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup Oui. quand on parle et là, je ne parle pas des OBNL, mais vraiment parlons entrepreneuriat, ça ressort aussi beaucoup. Oui, puis en fait, quand on parle des entrepreneurs de notre communauté puis de la diversité, c'est le capital, l'accompagnement et les réseaux. Mm. Les trois. Ça prend les trois. Pas juste un ou deux, les trois. Donc, de mon côté, oui, Citadel Capital va offrir de l'argent, mais offrir de l'accompagnement et l'accès au réseau aussi, qui est un enjeu. Euh, On approche tranquillement là de la fin. Je veux qu'on passe dans du, comment je te dirais ça, qu'on passe dans du concret. Oui. Tu as dit tantôt, quand je serai prêt, quand je serai prêt, ben on va faire. Euh, je vais poser la question de but en blanc. Mhm. Tu travailles sur un fonds équité à la Caisse de Mhm. dépôt et de placement du Québec. Tu es parti il y a à peine 6 mois. Ouais. Donc, a priori, ce que tu as fait encore là, ma question, Will Sergène, pourquoi tu n'es pas encore prêt? Ben moi, ça fait, je te dirais, probablement depuis un an, Cyril, je suis en mode exécution. Donc, c'est pas que je suis pas prêt. Je suis, au moment où on se parle, j'ai déjà des entreprises sur lesquelles je siège sur le conseil d'administration, des entreprises dans lesquelles Citadel vont investir. Les entreprises sont déjà en place. Je te On ne donne dirais, pas les noms? non. Je te dirais, par contre, je te dirais le Je me suis processus. essayé. Mais le processus de l'investisseur institutionnel, la gouvernance est très élevée. Donc, les investisseurs institutionnels ont un processus d'approbation. Comité d'investissement, Mhm. conseil d'administration, 2 fois, généralement. Puis, par la suite, approbation finale, vérification diligente finale, puis Mhm. après, déboursé. Il y a tout un processus à suivre. Mhm. Donc, moi, je suis dans le processus, mais je me suis toujours fait une promesse dans la vie de mon côté carrière. C'est je laisse jamais les gens me mettre de la pression que je me mets pas à moi-même. Mhm. Ce fonds-là, c'est pas le fonds de Will Sergène. C'est un fonds pour vraiment lancer un message très fort aux investisseurs institutionnels que la communauté noire a des entreprises à succès, elles doivent être financées, il faut nous confier le capital. Donc, que ça prenne 6 mois, 1 an, 2 ans, pour moi, c'est pas une fin. Mhm. Puis souvent, les gens me disent, mais c'est ton premier fonds. J'ai déjà commencé tout ça à la CDPQ. Pour Mhm. moi, c'est la continuité. Donc, je suis toujours en mode continuité. Je suis pas en mode j'attends ou je... Mhm. Est-ce que tu as beaucoup parlé des Google de ce monde, Ouais. des whatever de ce monde. Donc, j'imagine que le fond, c'est le fond, du moins. J'imagine que ton objectif, c'est d'aller vers des entreprises à grande ampleur. Quand je dis grande ampleur, c'est de grosses entreprises, Pas des nécessaire- gens non, qui ont beaucoup d'argent, est-ce que c'est ça? non, c'est des entreprises à gros potentiel. OK. Et la différence est majeure. Mhm. Parce qu'une entreprise à fort potentiel, quand on injecte du capital puis on lui donne l'accompagnement et les réseaux, elle devient une grande entreprise Mhm. rapidement. Fait que moi, je cherche le fort potentiel. Mhm. J'ai dit tantôt, on arrive à la fin. Ton regard, tu l'as dit, il y a beaucoup de talent dans Mhm. la communauté noire, au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de talent. Euh, Est-ce que les femmes entrepreneurs sont peut-être plus susceptibles d'accélérer, par exemple, toi, ton souhait, plus que les entrepreneurs hommes? Je pense que Je me permets cette question. Je pense que le point qu'il faut faire, Cyril, quand on parle de femmes entrepreneurs, quand on parle de diversité de genre, il faut être transparent. On parle à 99% de la femme blanche. OK. De loin, l'entrepreneur la plus ignorée de l'écosystème, c'est la femme noire. Mhm. À mon avis, c'est elle qui a le plus de potentiel. Mais les femmes noires sont les entrepreneurs, sont les plus sous-estimés, qui ont le plus de difficultés. Puis, je suis très content que tu poses la question parce que de plus en plus qu'on me parle des femmes entrepreneurs, puis on me parle de diversité de genre, ma première question c'est OK, mais la femme noire est où?
Mhm. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de travail de sensibilisation, Oui, parce qu'on d'éducation. on a complètement ignoré les femmes noires Mhm. entrepreneurs. Complètement. Mhm. Il y a très peu d'argent dans le marché pour eux, très peu d'accompagnement. Moi, je suis heureux quand je les rencontre. Puis on a quelques-unes, des jeunes qui sont tout à fait talentueuses et fantastiques. Fait que pour moi, c'est très, très important qu'on les aide. On arrive à la fin de notre entretien. Ça passe, ça n'a pas l'air comme ça passe vite. Je disais que j'avais beaucoup de questions, mais en fin de compte, il n'y avait pas besoin. Tu y as répondu quand même assez pas mal. Et je vais plutôt inviter les gens vraiment à aller Mhm. découvrir un peu Citadel Capital. Est-ce que les gens peuvent déjà te parler? Est-ce que les gens peuvent t'approcher, discuter avec toi, même si Ouais. les choses ne sont pas encore en place? Oui, en fait, j'ai Amadou Barry qui travaille avec moi, un Mhm. ancien de la Caisse de dépôt. Mhm. Puis Amadou est Avocat? analyste senior avec Ouais, moi. ok, ok. On rencontre à peu près 5 entrepreneurs par semaine, Cyril, depuis 5 mois. Fait que, Ah, mais donc vous êtes ouais, en train de travailler là, on parce que est en business. tu dis on n'est pas prêt, mais là Oh je vois non, que on est prêt. vous travaillez Oh là, oui, ouais. eh oui. Mhm. Puis les gens peuvent me rejoindre sur LinkedIn. S'ils ont Ouais. des opportunités d'investissement, on a accès à un gros réseau d'investisseurs. Fait que si c'est pas à travers la plateforme Citadel, ça va être à travers une autre plateforme. Mais oui. Petite question qui me vient rapidement. Quand tu dis voudrais aller chercher 200 millions Ouais. par an, euh, j'imagine que c'est évolutif. En fait, C'est-à-dire que peut-être au bout de 5 ans, tu vas demander 300 millions. en Est-ce que fait, c'est comme ça que ça fonctionne? ce que je demande, c'est qu'il y ait 200 millions d'injectés dans des fonds gérés par des entrepreneurs, des gestionnaires noirs comme moi, Mhm. à chaque année, Ok. pendant 5 ans. Parce que ce qui arrive, c'est le moyen de fonctionnement d'un fonds d'investissement, c'est généralement les gestionnaires partent un premier fonds. Ok. Disons, 2025, ils partent un fonds en 2025. Ok. Généralement, 3 ans plus tard, 2028, ils vont partir le deuxième. Parce que Ouais. les fonds, c'est des durées de vie de 10 ans Mhm. avec des cycles d'investissement de 5 ans. Donc, on parle de fonds en 2025. En 2030, le fonds est pleinement investi. C'est pour ça que 3 ans plus tard, 2028, les gens partent un deuxième. Mhm. Donc, moi, mon plan, c'est s'il y a 200 millions d'injectés à chaque année pour atteindre 1 milliard en 2030, ça veut dire qu'on peut lancer en moyenne 2 fonds à chaque année Mhm. pour les gestionnaires de la communauté noire, Tout à fait. qui devrait nous amener en 2030 avec une dizaine de fonds à travers le Canada gérés par des gestionnaires de la communauté noire. Parce que ça ne s'arrête pas. Ton Exactement. objectif, ce n'est pas juste au Québec, Non, c'est non, ça continue. à l'échelle du Canada. Puis, Tout à fait. chaque fonds d'investissement, Cyril, devrait avoir en moyenne 10 investissements. Imagine si on est capable d'en avoir une dizaine dans 5 ans. On a une centaine d'investissements. La probabilité d'en créer un gros succès à partir d'une centaine commence à être vraiment intéressant. Puis là, on vient de changer le cycle. On vient d'enrichir la communauté. On change l'écosystème. Parfait. Je voudrais te laisser le mot de la fin parce que tu as quand même un message envers ces entrepreneurs, envers le milieu, comme on dit, l'écosystème. Donc, je vais te laisser le mot de la fin avant qu'on ne se sépare. Mais le mot de la fin, c'est vraiment j'encourage nos jeunes, même les jeunes plus vieux entrepreneurs de continuer à foncer. Je suis vraiment heureux de voir la progression qu'on a depuis les 3 dernières années. Je suis convaincu que les 5 prochaines vont aller encore plus vite. Donc, n'hésitez pas, venez me voir, appelez-moi, mais foncez, continuez, rêvez, bâtissez la compagnie parce qu'on est en train de changer l'écosystème. Ça a été vraiment un plaisir de te parler, de parler de ce fonds-là, de parler, quand on dit effectivement du fonds, mais déjà de parler de toi un tout petit peu, de te présenter ce que tu fais. Et puis, ben voilà, j'avais vraiment envie de montrer aux gens qu'il y a au sein de la communauté, mais je la prends large, la communauté montréalaise, la Oui. communauté québécoise, mais qu'il y a des gens qui sont là, qui ont une avance et qui sont en train de réfléchir au bien-être de tout le monde et te sortir un peu de ta discrétion et que maintenant on sache que Tu as l'huile réussi. CAGN est là, qu'il y a le fonds Citadel Capital qui arrive, mais au-delà du fonds, c'est-à-dire au-delà de l'argent, mais quelqu'un qui est motivé par le bien-être Oui. de la communauté, alors qu'il aurait très bien pu mener sa petite vie tranquille. Merci encore, et puis, comme je dis, on se reparle bientôt, quand tu seras prêt. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter, à nous regarder, puis n'hésitez pas, on aimerait vraiment, on aimerait beaucoup avoir vos commentaires, comme on dit. Ça fait toujours plaisir, c'est ce qui nous permet d'avancer. Merci et à bientôt.